Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans le PSG Show, votre rendez-vous chaque lundi. Je commence, je bug, ça commence super bien. Julien, Julien qui a très froid, qui a l'écharpe, on est dedans, qui a la veste, qui a tout. C'est Ouais, y a un peu de vent, vous dire le temps qu'il fait à Paris. C'est quoi? C'est la pelouse du Parc des Princes qui te. Le vent, ça circule, ça circule, ça circule. On va pas attraper un rhume. Ouais. Hein C'est ouais. ça. Bonjour à tous. Bonjour, alors comme d'habitude, on est là ensemble pendant entre 45 minutes et 1 heure pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va revenir sur ce match à Rennes, cette victoire importante des Parisiens sur la pelouse de Rennes avec un but de Julian Draxler. On parlera justement de Julian Draxler au Paris Saint-Germain, on parlera de Marco Verratti et on terminera comme d'habitude sur le Mercato parce que c'est ce qui vous intéresse à chaque fois, principalement le Mercato. Ouais, les questions vont débouler, les questions vont débouler tout de suite. Exactement. J'ai comme d'habitude mon petit portable avec moi et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous nous envoyez un petit message et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Avant, comme d'habitude, on a un petit cadeau. On a toujours nos petites peluches à faire gagner. Cette semaine, c'est Edinson Cavani qui est là. Si vous voulez gagner cette peluche, Julien, comme d'habitude, c'est à toi. Comme d'habitude, on partage. Vous avez un petit bouton là quelque part en dessous. Partagez. Vous partagez le PSG Show de Gaulle et puis derrière, nous, on fera un tirage au sort et bah pour désigner le gagnant. Et vous pourrez soit vous faire envoyer le cadeau chez vous, soit venir le chercher directement à la rédac. Voilà, on vous accueille avec plaisir ici. Une erreur, c'est produite. Non. Une erreur, c'est pas produite. On est là. On est toujours là. Ok, voilà, donc vous partagez, vous pouvez également le faire sur Twitter, vous commentez le PSG Show avec le hashtag PSG Show et vous ferez partie du tirage au sort qu'on effectuera demain. Mercredi. Toujours. Salut Hugo, salut messieurs, je mets toujours salut Christophe. Pas de son, nous dit Christophe. J'espère que tout le monde nous entend bien. C'est la petite question, puisque c'est technique aujourd'hui, mais comme d'habitude, on a l'habitude de ça. C'est la logique. Justement, avant qu'on commence à parler de Rennes, de cette victoire à Rennes du Paris Saint-Germain, je vous propose d'écouter les réactions. On va écouter la première, celle de Kevin Trapp sur cette victoire. Ouais, je crois à la fin, le plus important c'est qu'on a gagné ce soir. C'était l'objectif. L'autre objectif c'était de ne pas prendre un but. C'est clair, au moins la deuxième mi-temps était compliquée, n'était pas facile. Au moins j'avais l'impression qu'on a défendu 45 minutes. Mais ça peut arriver aussi, c'était ça, on a bien fait, on a bien défendu. Parfois il y a des matchs comme ça, mais après c'est important de gagner les matchs, même si c'est un match comme aujourd'hui. À la fin, ce qui compte sont les 3 points. Et toi Kevin, tu as inversé la tendance, c'est toi désormais le titulaire match de Ligue 1, si tu es titulaire, c'est toi qui passes le numéro 1. Oui, mais à chaque fois, vous posez cette question. Ah non, c'est pas de notre faute, c'est la situation qui est comme Je sais, mais après c'est pour moi qui choisis, donc je peux toujours répondre la même chose. Nous, on s'entraîne, on donne tout à l'entraînement, pas seulement nous, les gardiens, les joueurs, parce que après l'objectif de chacun, c'est jouer. Mais comme je réponds à chaque fois, après c'est le coach qui choisit. Et c'est tout. Pour notre ami Kevin Trapp qui parlait justement. Et Kevin Trapp, alors tu as donné ta réaction sur ce match, Julien, qui explique que lui, c'est pas normal que le Paris Saint-Germain ait passé 35 minutes en deuxième période à défendre, à attendre son adversaire. Ta réaction première sur le match, donnez-nous votre réaction sur ce match. Voilà, Christophe qui nous dit Trapp mérite de rester numéro 1. Donnez-nous votre réaction sur cette rencontre, cette victoire du Paris Saint-Germain sur Rennes. Globalement, je suis assez d'accord avec l'analyse de Kevin Trapp, surtout que ça intervient à un moment un peu étrange, parce que ça intervient après 2 matchs de coupe où le PSG avait su manœuvrer très bien un adversaire bas, un adversaire qui défendait. Ils avaient galéré sur Messi ou Bastia, ils avaient galéré pendant la première demi-heure et tout, mais ils avaient réussi à bien manœuvrer l'équipe et au final, tu vois, à vraiment bien maîtriser l'adversaire et à fournir une prestation aboutie à chaque fois. Là sur Rennes, j'ai trouvé qu'effectivement en première mi-temps il y a eu la domination habituelle, ils ont mis un certain temps à trouver la faille, mais après avoir ouvert le score, ils ont reculé, Rennes leur a fait peur, c'était une deuxième mi-temps qui était assez étrange de la part du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé quand même qu'il y avait peut-être un problème un peu physique dans cette équipe. Là, Thiago Silva, je crois, en a parlé après en disant que c'était pas normal d'avoir joué des matchs aussi rapprochés.
bon, j'ai trouvé que les Parisiens avaient un peu marqué le pas physiquement. Bon, ils ont raté des occasions aussi, hein, tu vois, mais bon, voilà, avoir gagné 1-0 comme ça, ils s'en sortent bien parce que, au vu de la physionomie du match, ça n'aurait pas été volé si Rennes avait réussi à inscrire un petit but en deuxième. Justement, on va continuer sur les réactions. On va écouter celle de Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain après la rencontre. Je pense que c'était un match un peu plus difficile la deuxième mi-temps. On n'a pas joué la deuxième mi-temps, on a trouvé beaucoup de difficultés. C'est pour ça que c'était un peu dangereux de faire un match nul ici. Mais je pense que sur la première mi-temps qu'on a fait, on a mérité de marquer. Je pense que c'était penalty aussi, le premier, contre Marco. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre des risques comme ça. Parce que si on fait un match nul encore à l'extérieur, va être difficile de revenir sur Nice. Mais je pense que le point positif aujourd'hui est de faire 3 points et maintenant de rester tranquille et de penser juste à Nantes. Voilà pour Thiago Silva qui, très logiquement, explique comment on est en train de le dire. On a vu deux Paris Saint-Germain conquérant en première mi-temps et un Paris Saint-Germain qui a manqué de maîtrise après la pause et qui presque aurait pu se faire égaliser, mais bon, finalement on n'était pas si proche que ça du match nul parce que Rennes n'a cadré que 2 frappes sur l'ensemble du match. Non, mais oui, voilà, Rennes a eu du mal, vraiment dans les zones de vérité à se montrer réellement dangereux. Voilà, il n'empêche qu'effectivement, il y a eu une maîtrise technique globale. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vraiment trouvé que physiquement, les Parisiens n'ont pas vraiment trouvé les réponses. Et il a fallu qu'on voit un Verratti éclatant pour ressentir les ballons, voilà, pour permettre à son bloc un peu de respirer. Voilà, je trouve qu'effectivement, il y a peut-être On va parler de Marco Verratti après. un petit souci physique là. Bon, un petit souci, je ne sais pas si c'est un souci, mais du moins, j'ai l'impression qu'ils ont un peu marqué le pas après une rentrée riche. On a Christophe qui nous dit Mota a perdu trop de ballons. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Christophe? Ouais, dans Il a surtout loupé une énorme occasion en deuxième période. Ouais, voilà, c'est ça, match. Où il tombe, ouais, complètement. Après, Thiago Silva a raison sur Verratti, c'est une erreur arbitrale, faut le dire. Voilà, justement. Dites-nous, penalty ou pas penalty? Il y a deux quality-jeux, on va rappeler les quality-jeux. En première période sur Marco Verratti, les deux mêmes occasions quasiment, les deux dribbles gardiens, Thiago Motta et Marco Verratti. Les deux fois, Thiago Costil fauche le défenseur. Alors la première fois on a l'impression qu'il y a réellement penalty, la deuxième fois sur Thiago Motta un peu moins, en tout cas pas penalty sur Monsieur Bastien qui a décidé de pas siffler penalty, et au contraire de siffler simulation et carton jaune pour les deux Parisiens. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû avoir penalty? Julien? Sur Verratti, moi clairement, Costil sort, c'est pas maîtrisé, il sort dans les pieds de Verratti, il touche pas le ballon, il touche le joueur, penalty. Je vois pas comment on a pu ne pas siffler. Après, salut à ceux qui nous disent salut. Après, salut à tous. Après, le carton jaune de Verratti, c'est l'application stricte de la règle, parce que s'il siffle pas faute, il siffle forcément simulation et c'est jaune. Donc voilà, mais ça c'est complètement injuste. Et puis derrière, Mota, on l'a tous vu sur les images, c'est une simulation grotesque. Il n'y a pas de pénalité, bien sûr. Alors avant qu'on parle de Julian Draxler, parce que c'est un peu le sujet numéro 1, j'aimerais qu'on s'arrête sur Marco Verratti, parce qu'on parle beaucoup de Draxler depuis samedi, depuis la rencontre samedi. Là, vous nous parlez de Draxler beaucoup. On a là par exemple Hugo qui nous dit Verratti, tout simplement exceptionnel, va falloir qu'il prolonge une nouvelle fois. Est-ce qu'il prolonge pas? C'est souvent Marco Verratti pour toi, Hugo? C'est peut-être ça. Steve qui nous dit il y a penalty sur Verratti, il n'y a pas penalty sur Mota. Voilà, plutôt d'accord avec nous. Steve, donc j'aimerais qu'on s'arrête sur Marco Verratti, sur un peu ce qu'il représente dans ce jeu du Paris Saint-Germain. C'est lui qui fait la passe décisive pour Julian Draxler. Dans 2 minutes, on va avoir une nouvelle petite chronique dans cette émission. C'est Opta, qui est un peu les frères de Gaulle, l'entreprise petite sœur de Gaulle. Et Opta, quelqu'un de chez Opta va venir et va vous faire un petit peu, vous expliquer le match de Marco Verratti en chiffres. Mais aujourd'hui, sur Gaulle, si vous allez sur le site sur gaulle.com, vous allez voir une chronique. Vous savez que chaque mois, Marco Verratti écrit une chronique. Il vous écrit une chronique sur le site de Gaulle. Aujourd'hui, il parle de Zlatan Ibrahimovic et du leadership dans le vestiaire. Il y a une question autour de ça. Après même le match de Rennes, est-ce que Marco Verratti est devenu ou va devenir le véritable leader de cette équipe? Alors il y a plusieurs sujets là qui se mélangent à propos de Marco Verratti. Si on va commencer par ses prestations, ses dernières prestations avec le Paris Saint-Germain. Il y a leader technique sur le terrain et leader. Voilà, exactement. Face à Metz, il est exceptionnel. Face à Rennes, il refait un match où franchement il laisse éclater toute sa technique. Et ce joueur est impressionnant. Voilà, il est facile. Tout ce qu'il fait est assez juste. Je dirais que tout ce qu'il fait dans son camp, dans sa moitié de terrain, est assez juste.
Quand il se rapproche des zones de vérité, il ne fait pas toujours les bons choix, mais il est quand même globalement assez exceptionnel. Donc c'est déjà un leader technique du Paris Saint-Germain, très clairement. Mais c'est pas nouveau d'ailleurs. On voit presque cette photo là, c'est facile pour lui avec le ballon. Voilà, malgré ses problèmes physiques qu'il a pu avoir la saison dernière et qui l'ont contrarié, voilà, c'est déjà un leader technique du Paris Saint-Germain et ça c'est pas nouveau. Ce qui est en revanche, ce qui peut devenir nouveau, c'est le leadership un peu charismatique comme l'avait Zlatan Ibrahimovic, et sa chronique elle est vachement intéressante parce qu'il dit qu'Ibra l'a aidé à développer ce côté un peu plus humain, ce côté qui sort un peu plus du terrain à proprement parler, et on voit que Marco Verratti a quand même des intentions. Il dit par exemple dans la chronique qu'il prend la parole quand il faut la prendre dans le vestiaire, ce qu'on n'imagine pas forcément nous de l'extérieur. Donc c'est intéressant de voir que ce joueur... Il y a beaucoup d'inside dans la chronique en fait. Voilà, il y a énormément d'inside, donc allez lire ça sur goal.com. Mais c'est intéressant de voir que c'est un joueur qui peut à la fois assumer son leadership technique et qui peut aussi parler aux autres et devenir légitime dans ce compartiment. Sur le terrain par exemple, moi j'ai une petite anecdote. Après le match face à Guingamp, Paris perd 2-1 sur la pelouse de Guingamp. Ouais. Après le match, Blaise Matuidi, Thiago Silva passe en zone mixte. Non, ils disent non, il n'y a pas de crise, aucun souci. Marco Verratti arrive en zone mixte, il parle aux journalistes, il arrive, le premier chose qu'il dit c'est oui, c'est la crise au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas normal qu'on perde ce genre de match, ce n'est pas normal de voir le Paris Saint-Germain 3e de Ligue 1. Il le redit d'ailleurs dans sa chronique du jour, ce n'est pas normal que le Paris Saint-Germain soit 3e de Ligue 1. Après le match, après la zone mixte, après que Marco Verratti soit passé, Bruno Salomon, qui est un collègue qui travaille pour France Bleu, et certainement vous le connaissez tous, vient me voir et me dit « Loïc, on vient de voir le leader du Paris Saint-Germain, on vient de voir celui qui est en train de tenir l'équipe et celui qui est en train de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. » Parce que si vous, encore une fois, on vous livre beaucoup de choses de la chronique, mais allez la voir. Dans la chronique, il raconte, il dit « Il faut qu'on arrête de parler de l'entraîneur, il faut qu'on arrête de parler du club, il faut qu'on arrête de parler du mercato non réussi, il faut qu'on se regarde nous-mêmes quand ça ne va pas et qu'on comprenne chacun ce qu'on fait de mal. » Ça, c'est le symbole d'un leader quand même. Ouais, c'est le symbole d'un joueur qui prend de l'importance dans le vestiaire parisien. C'est le symbole d'un joueur qui est écouté parce qu'il y a une transition générationnelle qui est en train de s'effectuer un peu au Paris Saint-Germain. Bon, elle se fait doucement, mais elle se fait. Donc on a les plus jeunes qui font partie maintenant intégrante de l'équipe et qui sont entrés dans la rotation d'Unai Emery, qui le voient tout simplement comme un des meilleurs joueurs de l'équipe et comme un cadre. Donc son discours va plus porter. Et puis il y a eu ce départ de Zlatan Ibrahimovic qui a quand même redistribué un peu les cartes, et Marco Verratti semble prendre la sienne, donc c'est tout bonus pour lui. Voilà, on a Silvio qui nous dit « Mais vous oubliez Adrien Rabiot. » On n'oublie pas Adrien Rabiot, c'est différent, mais c'est vrai qu'Adrien Rabiot a ce profil aussi d'un joueur qui peut devenir un leader technique déjà sur le terrain, et par contre il va falloir que ça affirme un peu plus en dehors du terrain. Non, pour moi il est déjà, leader technique, pour moi il l'est déjà, tout simplement, parce que c'est ce qu'il fait avec le ballon, c'est aussi extraordinaire. Donc c'est moins technique dans l'absolu que Verratti, mais ses coéquipiers n'hésitent pas à lui passer le ballon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est déjà un leader technique. Après c'est pareil, il a aussi l'âge, il est relativement jeune comme Marco Verratti, donc pour être un leader en dehors du terrain, avoir une voix qui porte dans le vestiaire, etc., ça demande une certaine maturité que tous ces joueurs-là sont en train d'acquérir au plus haut niveau. Et donc oui, potentiellement, on a des leaders en puissance. Vous avez vu, en bas de votre écran, juste là, le petit logo d'Opta qui vient d'apparaître. C'est une nouvelle chronique dans notre émission du PSG Show aujourd'hui. Il va y avoir un petit remplacement, peut-être moi, Julien Kellen. Il va sortir remplacement du numéro 10, Julien Kellen. Merci Julien, il revient de suite. Kellen, on va accueillir Quentin qui va arriver avec nous, Quentin qui travaille chez Opta et qui est avec nous. Salut Quentin. Salut, une nouvelle tête dans le PSG Show. Comment ça va Quentin? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis venu pour vous parler du joueur qui s'est fait le plus remarquer lors de ce match face à Rennes. Et cette semaine, j'ai décidé de parler de Marco Verratti. J'ai des petites peluches avec moi. Ce n'est pas lui, tu n'as pas la bonne. Non, je ne l'ai pas prise. Elle est là, en plus on l'a. J'aurais pu prendre la peluche de Marco Verratti. Donc oui, tu veux nous parler justement de Marco Verratti. Ouais. Et on sait que chez Opta, ce qui est intéressant, c'est les stats. Exactement. Donc tu vas nous donner un peu, tu vas nous montrer pourquoi Marco Verratti est très important pour le Paris Saint-Germain. Sur ce match, au-delà de sa passe décisive lumineuse pour Julian Draxler pour mener à l'ouverture du score parisienne, Verratti il a tout simplement fait un match énorme. Là on peut voir sa touch map, il a été présent un petit peu partout sur le terrain. Et là voilà, on nous amène la peluche de Marco Verratti, c'est parfait. Très ressemblant, voilà, on pourrait le dire quand même.
Donc voilà, Verratti, il n'y a que Thiago Motta en fait qui a touché plus de ballons. Voilà, la touch map dans que ce vous, match. que vous voyez sur le côté, qui me coupe le bras un petit peu, mais au moins vous pouvez voir où c'est que Marco Verratti a touché le plus de balles. Voilà, on peut voir notamment qu'il a été pas mal actif dans la moitié de terrain adverse. C'est d'ailleurs le joueur qui a fait le plus de passes dans la moitié de terrain adverse, donc il a entraîné pas mal d'occasions côté parisienne. Il y a une stat qui m'intéressait vraiment, voilà, c'est ça, 19 duels gagnés. C'est un record pour un joueur en Ligue 1 cette saison, et c'est aussi un record pour un joueur parisien sur les 10 dernières saisons. Alors personne n'avait atteint de tels sommets. 19 duels gagnés, ça a été un poison pour... Qu'il y ait 2 fois d'ailleurs dans le classement. Hein. Il y a 2 fois, Il y a ouais. le match face à Guingamp aussi. En décembre dernier, voilà, il venait d'en gagner 18. Et d'ailleurs, ce n'est que des Parisiens ou des anciens Parisiens dans ce classement. Génie Ménez, Cessignon, Verratti et Lucas. Tout simplement parce que c'est le top 5 du Ah bah oui. pour un joueur du PSG lors d'un match de Ligue 1 sur les 10 dernières Voilà. saisons, c'est tout à fait logique. Comme d'habitude, il faut que j'en fasse une par émission, et c'est celle-là, elle est là. Mais donc voilà, en termes de duels, donc Verratti il a été énorme, il en a disputé 30, là c'est aussi un record pour un joueur parisien cette saison. Quand je dis poison, c'est aussi à d'autres niveaux, il a subi 7 fautes, donc il a vraiment été insupportable pour le milieu de terrain rennais. 7 fautes, c'est aussi le record pour un joueur parisien de cette saison, cette faute subie. C'est simple, en fait, il n'y a que Amin Harit qui a subi plus de fautes dans un match en Ligue 1 cette saison. Et puis, ils n'ont pas vraiment le même poste. Pas du tout, non, il y en a qui est Harit, dribbleur. il énerve un peu plus les défenses et les joueurs adverses, alors que Verratti, Qu'est-ce que ça montre dans le jeu de Verratti que les gens fassent beaucoup plus, que les joueurs et ses adversaires fassent beaucoup de fautes sur lui? déjà qu'il est peut-être très énervant. Très dur à prendre le ballon aussi. Bien sûr, Ouais, c'est vrai. mais non, il a aussi cette faculté à éliminer l'adversaire en dribble. Il a une qualité technique qui est vraiment incroyable. Et là on peut voir que ce genre de statistiques le démontre très clairement, puisque les joueurs ont besoin de faire des fautes pour récupérer la balle. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que Verratti, il se montre à nouveau décisif avec le PSG. Voilà, on se souvient qu'en 2014-2015, il avait délivré 8 passes décisives sur la saison. Il n'y avait que Javier Pastore qu'on avait délivré plus pour de le faire cette le année. PSG. Et cette année, c'est plus compliqué parce qu'on va dire qu'il n'a pas délivré de passes pendant une majorité de la première partie de saison. Et là ça fait 2 matchs consécutifs. Donc c'est face à Lorient et Rennes, donc les 2 dernières rencontres, dans laquelle il délivre une passe décisive. Et c'est la première fois depuis mai 2015 qu'il enchaîne 2 matchs avec une passe décisive. Donc voilà, on peut dire que vraiment, il redevient important, enfin, il a toujours été important, mais il redevient décisif dans le jeu du PSG et en termes d'implication sur les buts, c'est vraiment important qu'il soit là aussi à ce niveau-là. Et puis on peut dire aussi qu'en fait, tout simplement, Rennes, c'est une équipe qui lui réussit plutôt bien, puisque ce petit monsieur est impliqué dans 3 des 5 derniers buts marqués par des joueurs parisiens face à Rennes. Donc, Et il aurait pu en plus en marquer un autre, s'il ne s'était pas fait faucher. Il aurait pu, ou alors il aurait pu peut-être, en tout cas, obtenir le pénalty. Voilà, on va pas revenir sur les décisions d'arbitrage. Mais voilà, donc Verratti qui fait un match énorme, qui revient au top niveau, même si bon, il s'en est jamais vraiment trop éloigné. Et voilà, il sera sûrement, même, c'est certain, très très important lors de la double confrontation face à Barcelone en Ligue des Champions. Une petite question personnelle avant que tu nous quittes. Voilà. Qu'est-ce que toi tu penses qui peut devenir le leader de ce Paris Saint-Germain-là, dans le vestiaire et sur le terrain? Mais écoute, moi je pense que c'est déjà un leader dans le jeu. Et après, effectivement, dans le vestiaire, il n'y a aucune raison à ce que ça ne le devienne pas. Une fois que certains cadres partiront peut-être comme Thiago Silva ou Thiago Motta, moi c'est certain. Je pense que la direction ne veut pas le lâcher. C'est une certitude. Même pas à plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, il a tout pour devenir le leader de ce PSG. Il a le niveau, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, peut-être. Voilà, à son poste, c'est l'un des tout meilleurs. Donc vraiment, oui, j'y crois. Et voilà, qu'il continue à ce niveau-là, il nous régale tous les week-ends. Parfait, Quentin. Voilà, merci à c'était tous. Quentin Ruot avec nous. À la prochaine. Chaque semaine, il y aura quelqu'un d'Opta qui va venir. Exactement. Peut-être pas toi chaque semaine, mais chaque On va semaine, tourner. on aura un petit focus stat comme ça sur un joueur qui a marqué un match du Paris Saint-Germain durant le week-end. C'était Marco Verratti. Et là, nouveau changement. On t'a pas demandé ton numéro, c'était le numéro 10, Julien, mais toi tu voulais quel numéro? Le 9. Le 9, Ah, voilà, il a c'est un très buteur. offensif. Quentin, c'est le buteur. Donc voilà pour Marco Verratti. Il a montré quelques stats très intéressantes, Quentin.
Il a montré que ce Marco Verratti est en train de redevenir sur le terrain le joueur important statistiquement, parce que ce qu'on reprochait le plus souvent à Marco Verratti, c'était d'être très bon, mais de ne pas faire trop de... Ouais. Statistiquement, de ne pas le montrer. En fait. Ouais, moi je retiens surtout deux choses de cette chronique qui, tu l'as dit, était très intéressante. La première, c'est que voilà, les fautes que Marco Verratti subit, ça veut dire que les joueurs le marquent de très près, qu'ils font très attention à lui. Parce que en fait, il y a quelque chose que les adversaires avaient pas forcément compris ces dernières années et qui commence à tout simplement se voir et être compris par tous, c'est que c'est vraiment lui qui est dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on le voit, le PSG avec et sans Verratti, c'est pas du tout la même chose dans la transition offensive. Donc du coup, les joueurs ont compris et les coachs certainement, que Marco Verratti était le réel dépositaire du jeu parisien. Et il est beaucoup plus serré par les adversaires. Et comme il a une formidable capacité à conserver son ballon, qu'il a une technique qui parfois peut agacer, et ben ça conduit à des fautes. Et donc ces fautes, le record, etc. Donc voilà, Quentin a tout dit par rapport à ça. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à Marco Verratti, et c'est sûrement une consigne d'Unai Emery, c'est qu'effectivement on le voit depuis quelques matchs beaucoup plus porté vers l'avant, beaucoup plus proche des zones de vérité, là où il ne fait pas encore totalement les bons choix. Mais en tout cas, ça correspond certainement d'une part à une consigne et d'autre part à une condition physique de mieux en mieux pour Marco Verratti, qui, on le rappelle, a eu des problèmes la saison dernière. S'il se sent mieux, il fait plus d'efforts, il a plus de confiance, il se retrouve plus près des zones de vérité. Voilà, pour Marco Verratti, on va terminer juste parce que beaucoup de questions sur le mercato. Est-ce qu'il va partir? Est-ce que Marco Verratti le dit, et très bien, là encore une fois, c'est le signe de quelqu'un qui a confiance en lui, il le dit à chaque fois, il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain pour stagner. Il restera au Paris Saint-Germain s'il sent que le Paris Saint-Germain continue son projet, continue d'aller vers l'avant et peut lui apporter les titres qu'il souhaite. Je pense bien sûr à la Ligue des Champions. À partir de ce moment-là, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont clairs, il n'est aucunement question de laisser partir Marco Verratti, que ce soit cet hiver, que ce soit cet été. Il a 24 ans, c'est le futur du Paris Saint-Germain et comme on le dit, c'est quelqu'un qui est en train de devenir un véritable leader, surtout que le Paris Saint-Germain s'apprête à perdre Maxwell et Thiago Motta au moins lors du prochain mercato, deux joueurs très importants pour l'expérience, qui ont beaucoup amené lors des 5 dernières années qu'ils ont passé au Paris Saint-Germain, dans l'ambition qu'avait le Paris Saint-Germain de faire du PSG l'un des meilleurs clubs européens. Maintenant, Marco Verratti devra avoir des garanties pour rester. Lui, il veut rester, il se sent très bien à Paris. Paris est une ville qu'il adore. Par contre, il veut des garanties, il veut que le Paris montre qu'ils sont toujours capables d'aller chercher cette Ligue des Champions. Oui, mais il fait preuve de beaucoup d'objectivité par rapport à sa condition. Il sait que c'est un des meilleurs joueurs du vestiaire, il sait qu'il est très considéré par sa direction, et donc il fait savoir qu'il a des objectifs et qu'il ne compte pas stagner. C'est pour moi un discours qui est plutôt positif. Et on change, puisque Christophe nous dit par exemple la transition est parfaite. Il a déjà une très belle entente avec Draxler. C'est vrai que c'est lui qui fait la passe décisive pour cet homme, Julian Draxler. 2 matchs officiels avec le Paris Saint-Germain, 2 matchs, même pas un match et demi presque, avec le Paris Saint-Germain. 3 tirs, 2 buts déjà pour Draxler, dont un but superbe ce week-end face à Rennes. C'est lui, c'est ce joueur qui a permis au Paris Saint-Germain d'aller l'emporter sur la pelouse de Rennes. Il a été très facile, il a été très bon et il a laissé de très gros espoirs après cette première. Alors bien sûr, il faut que ça demande confirmation du côté de Julian Draxler, mais alors quel joueur? Oui, alors moi, quel joueur? Je sais pas encore si on peut tirer ce genre de... Dites-nous en commentaire si vous pensez que Draxler va être l'un des piliers du Paris Saint-Germain lors de la deuxième partie de saison. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que je sais pas encore si on peut faire des conclusions comme ça sur Julian Draxler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2 matchs, depuis qu'il joue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il confirme que techniquement, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Parce que son but, je sais pas vraiment si les gens se rendre compte de la difficulté technique. En plus, pour laisser au sol comme ça, d'un ballon comme ça, parce que le ballon de Verratti arrive fort, il faut dominer son ballon au niveau de... Et ça, c'est quelque chose qu'il avait déjà montré sur une transversale qui avait été reprise lors de son premier match. Il faut un équilibre des masses au niveau du corps qui est incroyable. Donc, c'est vraiment techniquement un geste qui était très compliqué à réaliser. La finition est magnifique. Donc, à ce niveau-là, techniquement, il n'y a aucun souci. On peut déjà le dire, Julian Draxler est formidable. Maintenant, dans le jeu, moi, je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça non plus. Je trouve je ne l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. Voilà, il a été très facile quand même. Ouais, parce que c'est un joueur qui est facile. Il va donner une impression de facilité qui va être assez récurrente.
En revanche, moi, ce que je trouve vraiment intéressant sur Julian Draxler, c'est la réaction de Thomas Meunier en zone mixte après sur lui, qui dit un truc, moi, qui m'a frappé. Il dit que là où Julian Draxler est surtout impressionnant, c'est sans le ballon. Alors que, bon, pour l'observateur lambda, c'est plutôt avec le ballon que Julian Draxler est vraiment impressionnant, parce qu'il est facile techniquement, etc., etc. Et lui, il va à contresens en disant que c'est justement dans son jeu sans ballon, dans ses appels, dans sa prise d'espace, qu'il est vraiment intéressant. C'est paradoxal par rapport à ce qu'on disait de Julian Draxler à son arrivée, que c'était un joueur qui justement devait progresser dans ce secteur-là. Et ben, Thomas Meunier, lui, le trouve intéressant. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien analysé. Puisque tu parles de zone mixte, on va écouter les réactions des Parisiens justement sur Draxler. Mais avant, Christophe qui nous dit le test pour Draxler, ce sera contre Monaco. Steve qui nous dit Draxler, il faut qu'il continue comme ça. Et je pense qu'il faudra compter sur lui. Hugo qui nous dit il va prendre la place à Di Maria. Après, il faut voir parce qu'il n'est pas constant. Mais ça promet. On va parler de justement Di Maria dans quelques secondes. Mais avant, on écoute Unai Emery justement sur Julian Draxler. Oui, il a fait un bon travail, il a fait un bon but, il a donné la qualité, la capacité de lui pour l'équipe. Je crois que l'adaptation c'est bon et c'est but. Et aujourd'hui, les minutes qu'il a jouées, ils sont bonnes minutes. Après, il est un peu fatigué, c'est normal. Bon, il a terminé fatigué, c'est clair. Mais je crois que la prestation des joueurs pour l'équipe, ils sont bons. La qualité individuelle, la capacité individuelle pour aider à l'équipe avec les collectifs, c'est bon. Et la prestation qu'il aujourd'hui il a fait pour les minutes qu'il a joué, c'est quoi que c'est bon et que nous avons besoin d'eux. Pour Unai Emery, qui nous dit aussi très justement que Draxler a fini le match fatigué parce qu'après la pause, on n'a plus vu Draxler, mais un peu comme toute l'équipe parisienne qui a beaucoup reculé. Il a finalement été remplacé en fin de match. Ce qu'il dit également, c'est que son intégration est très bonne, c'est très juste. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain, quand on leur demande comment ça se passe avec Draxler, ils sont séduits. Ils ont découvert un joueur qui très simple, qui fait l'effort de parler français avec ses coéquipiers, qui ne parle pas très bien français, même s'il a fait 5 ans de français à l'école de Julian Draxler. Mais voilà, tous les joueurs expliquent que Draxler est très important, que voilà, il va devenir un joueur important et surtout, malgré le fait qu'il est arrivé avec un statut de star, il essaye de s'imprégner, d'intégrer le vestiaire d'une manière la plus douce possible. Il n'a rien voulu révolutionner, très calme, très discret. Ça va changer bien sûr avec le temps, mais c'est la preuve d'un joueur qui essaie de s'adapter et d'être meilleur. Ouais, on voit un joueur souriant, content d'être arrivé là où il est. On voit qu'il est. Ça contraste avec ce qu'on nous disait en Allemagne, justement, d'un joueur très difficile à gérer. Enfin, c'est que le début, hein, bien sûr, mais bon. Non, c'est que le début, mais justement, moi je trouve qu'il y a pas mal de paradoxes et de contrastes par rapport à ce qu'on disait de Julian Draxler. Parce qu'on l'a dit, on l'a assez répété ici, Julian Draxler, c'est quand même un joueur qu'a priori on n'avait pas vu évoluer tant que ça. Donc on le découvre en même temps que beaucoup de gens. Mais oui, je trouve que ça contraste et à l'extérieur. Donc pour ça où je n'avais pas d'avis particulier, mais surtout sur le terrain, quoi, parce que moi ce que dit Thomas Meunier sur son jeu sans ballon, ça m'intéresse beaucoup, quoi. C'est un truc auquel j'ai pas forcément fait attention, et donc il va falloir regarder dans les matchs à venir, c'est ses déplacements, analyser un peu ses déplacements, voir comment ils se font dans le jeu de l'équipe, et pour recouper avec ce que Unai Emery disait, comment il va adapter ses qualités individuelles au collectif du Paris Saint-Germain qui essaie de plus en plus de se projeter vite vers l'avant. Voilà. Autre réaction à propos de Julian Draxler, c'est celle de Kevin Trapp qui aide Julian Draxler à s'adapter au Paris Saint-Germain puisqu'il est tout comme lui allemand. Kevin, en 2017, c'est l'Allemagne en force au PSG. Je crois que c'est pour moi personnellement bien sûr, mais aussi pour Julian, c'est bien qu'il commence comme ça parce qu'il a déjà joué 2 fois, il a marqué 2 fois. Bon, avec le match en Tunisie, mais le match officiel, il a marqué 2 fois. Et c'est pour lui bien, personnellement, aujourd'hui, il a marqué le but décisif. Donc, je crois, pour lui, pour s'intégrer, pour se sentir à l'aise, ça aide beaucoup. Mais je ne parle pas de la force d'Allemagne cette année. Il avait la chance d'avoir 5 ans, je crois, il m'a dit 5 ans, français à l'école. Donc, il parle déjà bien. Et ça aide toujours si tu as les performances comme ça, si tu joues bien, ça aide toujours de s'intégrer pour lui personnellement. Comme ça, il prend la confiance, c'est normal. Et je crois nous, on a déjà tout vu, qu'il a beaucoup de qualité. Et je crois
si je parle de lui, ça se passe plutôt bien pour lui. Kevin Trapp qui explique voilà, que bien sûr marquer des buts ça aide forcément pour s'adapter, mais aussi parler français comme lui l'a fait quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Finalement, quand on est allemand, s'intégrer à Paris, c'est facile. Oui, c'est facile, je sais pas. En tout cas, oui, il a l'air d'avoir une intégration qui se fait vraiment, vraiment bien. Après, la chose essentielle et c'est le langage que tout le monde parle, c'est celui du foot. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si Julian Draxler est décisif, s'il marque des buts, s'il fait des passes décisives, s'il aide son équipe, il sera bien intégré. C'est une certitude. Il n'y a aucun joueur dans aucune équipe qui n'est pas bien intégré s'il est décisif. On va rentrer un peu plus dans la polémique, puisque forcément, si Julian Draxler joue, c'est que quelqu'un va rester sur le banc. Ce week-end, c'était Angel Di Maria, même si maintenant, Unai Emery clairement a défini les postes et a dit que Angel Di Maria et Lucas, ce serait côté droit, Draxler, ce serait côté gauche. Mais sauf qu'en début de saison, Lucas jouait côté gauche, donc du coup, comme Lucas est passé côté droit, maintenant, ça fait qu'Angel Di Maria est donc une victime collatérale indirectement de la titularisation de Julian Draxler. Vous, dites-nous, est-ce que vous pensez que Di Maria doit rester sur le banc, ou est-ce que c'est plutôt Lucas qui doit être sur le banc, ou est-ce que plutôt, comme Draxler vient d'arriver, comme Unai Emery l'a fait avec toutes les recrues depuis qu'il est à Paris, eh ben Draxler doit prendre son mal en patience et rester sur le banc? Alors pour moi, en ce qui me concerne, Angel Di Maria n'est pas une victime collatérale de l'arrivée de Julian Draxler. Pour moi, Di Maria est une victime collatérale de Di Maria. De son niveau de jeu. Voilà, de son niveau de jeu. C'est-à-dire qu'avec un tel niveau de jeu, avec le niveau de jeu qui monte depuis le début de la saison, eh ben on perd sa place de titulaire dans une équipe qui a les prétentions du Paris Saint-Germain, qui a le niveau du Paris Saint-Germain, et c'est tout à fait logique. Parce que, oui, Di Maria est fixé à droite avec Lucas, mais au moment de faire son choix, Unai Emery préfère mettre Lucas sur le terrain. Donc voilà, Di Maria ne doit son remplacement et sa mauvaise passe qu'à Di Maria, pas à l'arrivée de Julian Draxler. Parce qu'avant que Julian Draxler arrive, ils étaient beaucoup déjà ceux qui réclamaient que Di Maria fasse un tour sur le banc. Donc l'arrivée de Draxler fait que Unai Emery a un choix à faire entre Lucas et Di Maria. Et pour moi, c'est assez logique de mettre Lucas sur le terrain parce que en termes de statistiques, en termes d'apport dans le jeu, Lucas pour l'instant est meilleur. Alors, dites-nous, Lucas, quel trident offensif vous voulez voir? On va partir du principe que Cavani est indéboulonnable. Et donc, qu'est-ce que vous voulez à côté de Cavani? Plutôt Cavani, Draxler, Di Maria, Cavani, Draxler, Lucas, Di Maria, Cavani. On peut imaginer toutes les options possibles. Dites-nous ce que vous préférez. On a Stéphie qui nous dit non, Draxler ne doit pas jouer à la place de Di Maria, mais plutôt à la place de Lucas. En fait, Lucas laisse toujours les gens sur leur faim. Et franchement, ça commence à faire un moment déjà qu'on attend un peu plus de lui. C'est vrai, je vais ajouter une petite précision que peut-être vous ne connaissez pas. Unai Emery est fan de Lucas, il estime que c'est un joueur d'équipe, un joueur qui fait un travail de l'ombre très important et un joueur donc qui apporte plus que Di Maria aujourd'hui. Lucas est pour moi, quand on sait ce que pense Unai Emery, indéboulonnable au Paris Saint-Germain. Quel est le nom de la personne? Stéphie. Stéphie, ce que tu dis sur Lucas, c'est un discours qui peut tout à fait se transposer à Angel Di Maria. C'est exactement la même chose. Quel supporter du Paris Saint-Germain va aujourd'hui dire que Angel Di Maria a comblé toutes les attentes? On en attend toujours plus d'Angel Di Maria. Il est arrivé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, y compris dans les gros matchs? Donc il va passer au révélateur du Barça comme tous les autres, mais y compris dans les gros matchs qu'il a disputés la saison dernière, Angel Di Maria n'était pas bon. Voilà, pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il était bien le grand joueur recruté par le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, en termes de statistiques et en termes d'apport dans le jeu, c'est assez indéniable de dire que Lucas est meilleur. Quand Angel Di Maria, une petite info pour vous, quand Angel Di Maria a appris samedi matin qu'il allait être remplaçant, vraiment ses coéquipiers et le staff du Paris Saint-Germain a vraiment senti un Di Maria qui s'est renfermé sur lui-même, et ça s'est ressenti lors de son entrée en jeu à Guingamp. Il n'a pas été bon alors qu'il avait été bon lors de son entrée en jeu face à Bastia en Coupe de France. Et là, franchement, il est rentré en jeu, il a quasiment perdu tous ses ballons. Le premier vraiment ballon qui touche, il glisse et il a beaucoup de mal à se relever. On a senti un Di Maria touché en zone mixte quand il est parti, quand il a quitté le Roison Park à Rennes. Là aussi, visage très fermé. Le premier à sortir, alors c'est un joueur qui met beaucoup de temps à sortir. Là, au bout de 10 minutes, il était déjà dans le bus. On sent un Di Maria touché. Ouais, touché, mais c'est logique, la punition aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi la faute d'Unai Emery de le voir aussi touché, parce que la punition, elle tombe aujourd'hui, et cette punition-là, elle aurait dû tomber il y a des semaines déjà. Elle aurait dû tomber il y a des semaines. Donc, voilà, il prend un coup en pleine figure, mais ce qui va être intéressant, encore une fois, par rapport à Di Maria, qui est censé, je dis bien censé être un grand joueur. C'est censé être le pendant de Draxler. Voilà, exactement. Il est censé être un grand joueur, c'est censé être un leader du Paris Saint-Germain, c'est censé être un grand joueur.
Mais s'il est réellement un grand joueur, il va montrer qu'il a une force de caractère, il va montrer qu'il va revenir parce que c'est inhérent à tous les grands joueurs, ils ont tous du caractère, ils sont tous capables de montrer quand ça devient dur, quand ça se corse, ils sont toujours capables de revenir et de montrer qu'ils vont être au niveau. Et ben voilà, André Di Maria, qui est un grand joueur, va le faire, il faut avoir confiance, mais ça passe par un banc de touche. Voilà. Hugo nous dit il faut que Di Maria améliore son niveau de jeu, c'est normal qu'il soit remplaçant, il faut qu'il se bouge. François dit Lucas doit rester sur le banc, il n'a pas le niveau. Ivan dit moi je veux voir Draxler et Lucas bien sûr. Lucas, Di Maria, Draxler. Ah bah Nicolas veut les trois quasiment, donc il veut virer Edinson Cavani apparemment. Christophe, ça va obliger Di Maria à aussi son niveau de jeu. Tsiki qui nous dit moi je veux Draxler, Ben Arfa et Di Maria. Donc là aussi out Edinson Cavani. Vous êtes dur là Edinson Cavani. Vous êtes dur avec Edinson Cavani, on va y revenir dans un instant. Jeff qui nous dit Lucas, Draxler, Di Maria, eux trois sur le terrain derrière. Cavani c'est un bon trio. Oui, donc tu veux les 4 toi quand même. Voilà, Jeff est encore un niveau au-dessus. Et Damien qui dit je crois en Di Maria, il est largement meilleur, il reviendra à son niveau. C'est un peu ce qu'explique Julien. Si c'est un joueur de haut niveau, il reviendra à son niveau. Si c'est un grand joueur, il va montrer qu'il a le caractère d'un grand joueur et il va revenir et il va bouffer la concurrence et il aura toute sa place sur le terrain. Moi je pense juste par rapport à ça et par rapport à cette rotation, je pense aussi qu'il y a un problème de... Enfin, un problème, c'est pas un problème, mais je pense aussi qu'il y a une réflexion de profil. C'est-à-dire que quand on met un joueur comme Di Maria et un joueur comme Lucas en concurrence, c'est pas la même chose. On met quand même deux joueurs. Oui, c'est au même poste, mais pas le même. Au même poste, mais on met quand même un joueur aux qualités, enfin deux joueurs aux qualités singulièrement différentes. Donc, je pense aussi que l'option Lucas pour Unai Emery lui donne plus de profondeur. Et je pense que c'est ce qu'il a besoin et c'est ce qu'il recherche, parce qu'on le dit depuis déjà des semaines ici, c'est que Unai Emery essaye de faire jouer son équipe plus rapidement dans la transition et essaye de les faire arriver beaucoup plus vite devant le but. Aujourd'hui, je pense que Lucas correspond plus à ça parce qu'il est capable de se projeter et de prendre beaucoup plus la profondeur qu'un Angel Di Maria. On est des tubes, nous dit pourquoi ne pas jouer en 4-5-1 pour pouvoir mettre au milieu Matuidi, Verratti, Draxler, Di Maria en milieu offensif et Lucas à droite. En fait, Di Maria en numéro 10. Oui, ce serait une idée possible. Ouais, pour moi, Angel Di Maria a beaucoup plus un profil d'axial que d'excentré. Donc oui, mais je ne sais pas trop comment on peut réagir à ça. Pourquoi ne pas jouer en 4-5-1 ? Pourquoi ne pas jouer... Oui, bien sûr, non, mais c'est juste savoir si c'est une bonne solution. Voilà, Angel Di Maria au Real Madrid, quand il est au firmament de ses possibilités qui gagne la Ligue des Champions, il joue dans l'axe. Il joue dans l'axe et dans un 4-3-3. Oui. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment une question de système. Je pense qu'Angel Di Maria n'est pas en confiance depuis le début de la saison. Ça se voit, il perd beaucoup de ballons, ses prises de balles ne sont pas nécessairement bonnes. Il a une activité qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup, mais justement il ne se cadre pas assez, il perd énormément de ballons, il n'est pas tout à fait juste dans ce qu'il fait. Et je pense que voilà, c'est essentiellement un problème de confiance. Di Maria a eu d'ailleurs des offres pour quitter le Paris Saint-Germain au mois de janvier. Selon toute vraisemblance, il ne quittera pas le Paris Saint-Germain parce que voilà, Paris compte le garder malgré de très grosses offres, notamment venues de Chine. Mais l'été prochain, en tout cas, s'il y a des opportunités pareilles, si le niveau de jeu ne s'est pas amélioré du côté de Di Maria, il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Avant de rester sur le mercato, j'aimerais qu'on parle d'un autre joueur qui n'est pas en confiance en ce début d'année, c'est Edinson Cavani. Edinson Cavani est un attaquant qui a des cycles de haut, des cycles de bas. Il est fait comme ça, il a toujours été comme ça, Edinson Cavani. Sauf que là, c'est un mauvais cycle pour lui. Face à Bastia, déjà en Coupe de France, il avait loupé, face à Metz, pardon, en Coupe de la Ligue, il avait loupé beaucoup d'occasions, 5 occasions franches exactement. Là, à Rennes, il en a une au bout de 40 secondes de jeu. Il la met à côté, on se demande encore comment il l'a mis à côté. Et puis, plus un seul tir jusqu'à son remplacement. Et on a vu Edinson Cavani très énervé lors de son remplacement, énervé déjà d'être remplacé, parce qu'il sentait que c'était peut-être le moment où il aurait pu marquer un but, les défenses étaient un petit peu plus fatiguées. Et énervé contre son entraîneur, et énervé certainement aussi contre son niveau de jeu. Ouais, oui, c'est certainement un mélange de tout ça. Après, on l'avait. En tout cas, il a fait un geste d'humeur public, hein, vraiment. Oui. Il a refusé de serrer la main à Unai Emery à la fin de la rencontre. Voilà, je ne vais pas intervenir par rapport à ça parce que ça, c'est des choses qui vont se régler en interne et je ne connais pas la relation qu'ont les deux hommes. Mais plus sur le versant technique, on va dire, Edinson Cavani, on l'a déjà dit ici, c'était la semaine dernière. C'est un gars qui a besoin de rythme, c'est un gars qui a besoin de jouer, parce que c'est un gars, Laurent Blanc le disait très justement, c'est un gars qui a besoin de courir. C'est un gars qui, pour jouer, a besoin de courir, a besoin de faire des efforts, a besoin de répéter les courses.
Et il est un peu en manque de rythme en ce début d'année parce que il n'a pas joué depuis la trêve quasiment. Bastia, il n'était pas là, préservé, etc., etc. Et on voit qu'il est plutôt emprunté. Alors quand il est dans ces conditions-là, c'est ses difficultés techniques se ressentent encore plus. Et donc voilà, oui, on a un joueur qui est en recherche de rythme et donc en recherche de confiance. Et un attaquant, on sait comment ça vient la confiance. Il n'y a qu'en marquant des buts que ça revient. Comme d'habitude, et on le sait très bien, Edinson Cavani va finir par remarquer. Oui, il a marqué beaucoup de buts, c'est un joueur qui marque. Laurent Blanc a dit un jour, c'est un joueur qui a marqué, qui marque et qui marquera. Oui, c'est la vérité. De toute façon, quand on regarde les statistiques d'Edinson Cavani, voilà, il est très décrié. Ça n'empêche qu'il a été meilleur buteur d'Europe pendant longtemps. Et c'est ça va pas, cette saison. Mais alors, Eddy, ça va pas, Eddy? Eddy, ça va pas. Bon, en tout cas, voilà. On va les faire comme les poupées vaudou. On va lui mettre des petits trucs pour que ça aille mieux. Ouais, mais non, je crois que quand tu c'est pour que ça aille pas, donc il faut le laisser tranquille. Alors, on va le casser. Allez, Eddy. Faut que tu remarques, Eddy. Hein. Ouais, enfin bon, voilà, je pense que. Je t'ai cassé ton discours. Non, pas du tout. Il y a du tout un moment où je craque dans une émission, ça arrive maintenant. À 10 minutes de la fin de l'émission, je craque. Voilà. Non, mais je sais pas quoi dire de plus. Mais en tout cas, je pense que Cavani, le problème est simple. Quand il se mettra à remarquer un but, il enclenchera une série et ça ira mieux. Voilà, donc justement, vu qu'on parlait de Edinson Cavani, la peluche est à gagner, les amis. N'oubliez pas, vous partagez l'émission, vous mettez un petit message sur Twitter avec le hashtag PSG Show et on tirera au sort. Vous savez, jusqu'à mercredi midi pour gagner cette peluche. D'ailleurs, les gagnants d'il y a 2 semaines n'ont toujours pas donné de nouvelles. Les peluches sont encore là, les amis. Si vous voulez pas, on les remet en jeu. Il n'y a pas de souci. Alors, donnez-nous des nouvelles parce que quand vous gagnez, bien entendu, on annonce les vainqueurs. Mais après, il faut nous donner les adresses. Sinon, on ne peut pas vous envoyer les peluches ou il faut venir les chercher à la rédaction. Comme ça, vous voyez la rédaction. Voilà. Dépêchez-vous parce que moi, je descends et puis je les vends. Et à chaque fois, il vient me voir, il me dit je veux les peluches, donne-les-moi. Je dis non, elles ont été gagnées, il faut que tu arrêtes. Et donc voilà, je peux plus rien faire. Évidemment, il va faire pas me les voler. Je peux plus rien faire. Je suis pas comme ça. Non, c'est vrai. Allez, on va finir cette émission sur le mercato. C'est ce que vous attendez depuis le début, le mercato du Paris Saint-Germain qui n'avance pas vraiment, même si Draxler est arrivé, le Chelsea est arrivé. Mais aucun départ pour le moment, donc c'est loin d'être le feu dans la maison parisienne au niveau du mercato. Avant qu'on en parle, on va écouter Unai Emery qui en a dit quelques mots justement après la rencontre. Bon, il est un mercato très difficile, c'est pour ça qu'un joueur d'attaque, un joueur de milieu, la possibilité de chercher bien, de regarder tout bien. Par exemple, il continue le travail avec l'attaque Hatem, il continue bien pour l'idée de l'équipe, c'est bon, c'est pour ça que s'il va arriver un joueur que nous pensons que n'est pas amélioré la prestation des joueurs qui sont ici, mais je crois que c'est mieux que ne pas faire. Alors je vais vous donner un peu ce que les ficelles de ce mercato du côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on est dans une optique à Paris où on se dit, on cherche un attaquant. Mais on ne cherche pas vraiment un attaquant, on cherche un joueur avec un profil un peu différent pour apporter un peu plus de concurrence. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain arrive à trouver un numéro 10 par exemple, ça ira très bien dans ce que veut Unai Emery, puisque dans ce cas-là, ça permettra à Hatem Ben Arfa de jouer en numéro 9. Unai Emery qui est très content depuis qu'Hatem Ben Arfa joue en numéro 9 et qui lui donne une temps de jeu. Il est rentré à la 70e minute à Rennes ce week-end à la place d'Edinson Cavani, chose qui n'arrivait quasiment jamais. Et Hatem Ben Arfa en début de rencontre rentrait au bout de 80 minutes de jeu. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain explique aussi que finalement, si le profil recherché, si la perle rare n'est pas trouvée, il se pourrait qu'aucun joueur n'arrive du côté du mercato. Et on explique également que si jamais un joueur arrive, il arrivera en toute fin de mercato parce qu'on sait qu'en janvier, les meilleures affaires se font en fin de mercato du côté du Paris Saint-Germain. Donc franchement, ils expliquent qu'il n'y a pas le feu au lac, que le club veut prendre son temps, que Patrick Kluivert travaille avec Unai Emery et Nasser Al-Khelaifi sur plusieurs dossiers, mais que tous devraient se décanter en fin de mercato et que ça ne concernerait pas forcément qu'un attaquant. Autre petite option et petite précision que je dois vous donner, c'est que finalement le Paris Saint-Germain est plutôt ouvert à l'idée de se faire prêter un joueur durant le mercato, alors qu'au début de mercato, voilà, c'était un achat sûr. Là, on étudie la piste de plusieurs joueurs avec des prêts, avec des options d'achat qui seraient automatiques à la fin de la saison, un peu comme Serge Aurier avait fait, prêté par Toulouse à Paris, et puis option d'achat automatique à la fin de la saison. Là aussi, on explique que finalement, on pourrait se faire prêter un joueur avec une option d'achat automatique après tant de matchs joués, par exemple, en fin de mercato. Voilà, toutes les options sont ouvertes. Aujourd'hui, on se dirigerait plutôt vers cette option d'un prêt. C'est une info que je vous donne. On chercherait plutôt à se faire prêter un joueur plutôt qu'à acheter un joueur à tout prix.
ça permettrait aussi de limiter les risques et d'éviter par exemple un récébis. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a du mal à trouver un point de chute à Ressé. Oui, je ne sais pas trop comment réagir à tout ça. Pour moi, c'est que mon point de vue, le PSG avait besoin d'un attaquant de pointe. Aujourd'hui, si Unai Emery, et c'est ce qui a l'air d'être le cas, considère que Hatem Ben Arfa peut occuper ce rôle et donner satisfaction, je ne vois pas en quoi il y a besoin d'un attaquant supplémentaire. Et après, le recrutement d'un numéro 10 est tout simplement je ne sais même pas un désaveu parce que le mot est fort, mais tout simplement montre que la direction parisienne ne peut placer aucun espoir dans Javier Pastore. Alors, Du moins aucun espoir viable, c'est-à-dire que bien sûr, ils espèrent toujours que Pastore va revenir et va revenir à son meilleur niveau. En revanche, est-ce qu'ils ont confiance sur le fait qu'il va pouvoir le faire dans la durée? Je pense pas. Et en même temps, c'est normal. Qui aujourd'hui peut prétendre à dire que Javier Pastore va revenir et pas se blesser? C'est un joueur qui revient et qui repart immédiatement parce que physiquement ça va pas. Donc voilà, c'est une option qui aujourd'hui, c'est un manque tout simplement puisque Pastore occupe pas son poste. Donc il faudrait un profil peut-être un peu comme Pastore, c'est-à-dire un profil de numéro 10. Voilà, je pense que aujourd'hui c'est l'option qui est envisagée par le PSG. Si le Paris Saint-Germain recherche un numéro 10, c'est que Unai Emery, pour revenir à son 4-2-3-1, estime qu'il lui faudrait 2 joueurs par poste. Voilà. Il estime aujourd'hui que si Hatem Ben Arfa est redevenu numéro 9, il ne l'utilise pas en numéro 10, parce que c'est très catégorique, parce que chez Unai Emery, quand un joueur est basé à un poste, là Lucas et André Di Maria sont à droite, ils ne sont pas à gauche, donc Draxler et Iconé pour le moment sont les joueurs qui peuvent jouer à gauche avec Christopher Nkunku également. Donc, si Unai Emery cherche un numéro 10, c'est pour réinstaller son 4-2-3-1 et pour avoir 2 joueurs à ce poste. Aujourd'hui, il estime qu'il y a que Javier Pastore qui n'est pas en état de rejouer. D'ailleurs, quelques nouvelles sur Javier Pastore. Javier Pastore a repris avec les kinés, ce qui est plutôt, contrairement à ce qu'on le dit, un bon signe, puisque même si il n'a pas repris encore l'entraînement, il est en train de reconsolider ses ligaments, on sait qu'il a été touché au ligament quand même, c'est pas une petite blessure qu'il a eue. Il est en train de reconsolider tout ça. Il devrait revenir, je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'entraînement d'ici début février. On espère qu'il va revenir durant le courant février à la compétition. C'est très compliqué, mais aujourd'hui, encore une fois, le staff médical veut prendre son temps parce que à chaque fois qu'il revient, il se reblesse. Oui, c'est un joueur qui, a priori, est très lié à tout ce qui est psychique et qui à mon avis, psychote beaucoup, comme on dit assez familièrement. Mais du coup, je pense que chez les joueurs blessés, c'est une constante. Et puis, du coup, qui compense forcément. Et donc, quand il se blesse quelque part, quand il revient, il se blesse après à un autre endroit, etc. C'est un joueur qui, de toute évidence, est fragile physiquement. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, ça a été maintes fois prouvé. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique que le PSG. Et j'adore Javier Pastore, mais c'est tout à fait logique de lui trouver une alternative parce qu'on ne peut pas savoir, c'est le loto avec lui, donc on ne peut pas savoir si on peut vraiment compter sur lui ou pas. Voilà pour Javier Pastore, voilà pour le mercato parisien qui se déroulera vraiment que sur ça, sur la perspective de recruter soit un attaquant, soit un numéro 10. On sait que le Paris Saint-Germain reste attentif à ce qui se passe également en défense centrale, au côté gauche, latéral gauche, mais vraisemblablement, à part grosse opportunité, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas de ce côté-là, mais encore une fois, s'il y a une opportunité, le club ne se refuse pas d'aller chercher un défenseur central et un latéral gauche, sinon ce sera les priorités pour l'été prochain. Hugo qui nous dit, et si Ressé ne trouve pas de club, il fait comment? Si Ressé ne trouve pas de club, il reste à Paris. Il reste à Paris. Il reste à Paris, et puis il prend son salaire, et puis peut-être, je sais pas, c'est peut-être une possibilité, il se dit, il faut que j'y arrive quand même, je vais essayer de percer, je vais essayer de me faire une place dans ce beau collectif qu'est le Paris Saint-Germain. Moi, c'est ce que je dis depuis le début, je trouve ça incroyable la situation autour de Ressé, qui prouve pour moi que c'était un recrutement par défaut, et qu'il n'a jamais été le grand joueur que certains ont attendu. Donc voilà, moi je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Sur le cas Ressé, c'est très simple. Aujourd'hui, lui aimerait bien aller à Las Palmas, retourner à Las Palmas, sauf que Las Palmas n'a pas les moyens financiers de payer le salaire de Ressé, et Paris ne veut pas payer encore une fois le salaire de Ressé durant les 6 prochains mois. Voilà, la situation est claire, donc c'est un peu une impasse. Paris qui aimerait bien essayer de le mettre ailleurs dans un club qui a les moyens financiers de payer son salaire, mais voilà, c'est un peu une impasse. Et dans l'équation du côté de Ressé, on se dit pas que non, il faut bosser, il faut y arriver. Peut-être à la fin du mercato. Peut-être à la fin du mercato. Bon. Voilà pour le mercato, voilà pour ce PSG Show ce lundi. Les amis, merci à tous d'avoir été avec nous, merci à tous
d'avoir suivi ce PSG Show. Une dernière fois, vous pouvez gagner la petite peluche de Edinson Cavani aujourd'hui. Julien, je te laisse comme d'habitude dire ce qu'il faut faire pour gagner. Et vous avez un petit bouton partagé là quelque part en dessous, vous appuyez dessus, vous partagez le PSG Show et puis derrière on fera un tirage au sort mercredi midi pour vous envoyer cette magnifique poupluche du buteur providentiel Edinson Cavani, ou alors vous venez le chercher directement à la rédac, vous venez nous rencontrer, on est toujours ravis de vous accueillir ici. Marine est venue chercher son maillot la semaine dernière. Ouais, tout à fait, elle est venue chercher son maillot, on a fait une petite photo, etc. C'était super, elle était contente. Bonne route à toi Marine, et si vous voulez venir nous rencontrer, et c'est pas de souci, c'est avec plaisir. Ou alors vous pouvez aussi commenter sur Twitter avec le hashtag PSG Show, vous ferez partie du tirage au sort qui aura lieu donc, je le répète, mercredi midi. Voilà les amis pour ce PSG Show ce lundi. Les prochains rendez-vous comme d'habitude sur goal.com. Je vous invite à aller sur le site aujourd'hui puisqu'il y a une chronique de Marco Verratti sur Zlatan Ibrahimovic et sur le leadership du Paris Saint-Germain. Toute la semaine également, Goal est partenaire du Titi d'Or. Goal va remettre le Titi d'Or avec l'association des Titi du PSG. Qu'est-ce que le Titi d'Or? C'est une récompense chaque année sur le meilleur joueur issu du centre de formation du Paris Saint-Germain. L'année dernière, c'était Hudson-Edouard qui l'avait remporté. Toute la semaine, donc vous pouvez aller voir sur le site, toute la semaine, il y aura des contenus liés au Titi d'Or. Dès demain, on annoncera le 5e du Titi d'Or. Mercredi, le 4e. Jeudi, le 3e et le 2e. Et vendredi, on annoncera le grand vainqueur du Titi d'Or 2016. À vos pronostics. Je vous rappelle que pour être élu, vous devez avoir joué moins de 5 matchs avec les professionnels, donc des joueurs comme Prestel Kipembe, Adrien Rabiot, Alphonse Areola, qui l'a déjà remporté d'ailleurs. Alphonse Areola ne peuvent plus remporter cette compétition, mais des joueurs comme Lorenzo Calegari, qui a joué cette année par exemple, ou Alex Georgian, qui n'a pas encore joué, peuvent encore remporter ce Titi d'Or. Réponse vendredi, ce sera sur le site toute la semaine. Ton programme à toi, Julien? Oui, tu avais une question? Non, oui, je sais pas, je me disais, tiens, tu demandes un pronostic, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on offre quelque chose à quelqu'un qui trouverait le top 5 par exemple, de City d'Or? Allez, si vous voulez, on a encore des peluches à gagner. Donc, si vous mettez en commentaire le top 5, si vous trouvez le bon top 5 du Titi d'Or, vous allez jusqu'à demain. Je vous rappelle que demain matin, on annoncera le numéro 5, donc ce sera terminé. Si vous trouvez le bon top 5 du Titi d'Or, exactement le top 5, vous gagnerez une nouvelle peluche. Au choix, on a encore du Cavani, on a du Di Maria. Voilà, vous choisirez. Vous pourrez choisir quelle peluche vous voulez. Tu connais le top 5 déjà, toi? J'en ai une petite idée. Si tu le connais, alors je voulais te donner le mauvais pronostic, mais si tu le connais, on va pas. Peut-on faire gagner la chemise de Loïc, nous dit Hamza. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Hamza? Elle est pas belle ma chemise? Moi j'adore. Elle a un petit carreau comme ça. Elle a un peu écarté par moment, t'as l'impression qu'elle va un peu exploser. Bon, ça c'est les fêtes, on est au mois de janvier. Qu'est-ce que tu veux voir là? Et moi aussi j'ai un peu abusé pendant les fêtes. Voilà Hamza. Coucou à Hamza. D'ailleurs, ton programme à toi, Julien, comme d'habitude. Mon programme à moi, cette semaine, ça va être un peu chargé. Il y a du mercato, il y a du portrait, il y a plein de choses. Et puis ce week-end, on a des gros matchs en Ligue 1 qui se précipitent là. Donc on aura un magnifique Lyon-Marseille. Tu vas à Lyon? Ouais, je vais à Lyon. C'est le week-end prochain là pour vous faire vivre ça. Ça va être tendu au niveau de la Ligue 1. C'est un match déjà qui a priori est sous tension. Mais alors là, avec les deux équipes qui ont perdu ce week-end et qui sont dans la course à l'Europe et aux places européennes, ça va être maxi tension. On peut s'attendre à des coups de com cette semaine. On peut s'attendre à plein de belles choses. Et donc on vous fera vivre ça sur goal.com. Voilà, nous, pas de match en milieu de semaine. Il n'y a qu'un match du Paris Saint-Germain cette semaine. Il n'y aura qu'un match. C'est très rare qu'il y ait qu'un match. On se retrouvera donc à Nantes samedi 17h aux alentours de 15h, 2h avant le match. Entre 15h et 15h30, on sera nos petits Facebook Live en direct du stade de la Beaujoire à Nantes. On sera ensemble comme d'habitude. Passez une bonne semaine les amis, rendez-vous sur goal.com. Il y a plein de choses cette semaine sur le site. On espère que vous allez apprécier ça. Et puis, je suis toujours là. Si vous avez des questions, vous envoyez tous les messages en message privé comme d'habitude. Je vous réponds. Ciao, ciao les amis. Ciao, semaine prochaine.